Bonjour, Anthony, Alexis, Arjuna et moi Augustin allons vous présenter notre TPE sur le thème de la publicité sous la forme d'une émission télévisée. Nous vous remercions par avance de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être une nouvelle fois avec nous dans le cadre de notre émission hebdomadaire Cache Investigation. Nous vous proposons d'aborder aujourd'hui une question qui nous concerne tous. Comment la publicité agit-elle dans la société de consommation française? Comment influence-t-elle le consommateur? Cette double interrogation n'est pas nouvelle. Elle a été posée dès que la publicité a pris son essor. Mais elle fait désormais sens dans un contexte où la publicité est devenue omniprésente. Au début des années 80, le journaliste Serge July la comparait déjà à une nouvelle culture et écrivait qu'on ne sait plus très bien où commence la culture et où finit la publicité. Où en sommes-nous en 2019? Eh bien, Cache Investigation vous propose de l'accompagner dans son enquête. Nos journalistes procéderont en deux temps. Ils vous montreront tout d'abord comment il est devenu impossible d'échapper à l'influence de la publicité dans notre vie quotidienne. Ils s'intéresseront ensuite aux méthodes utilisées par les publicitaires pour nous convaincre d'acheter un produit plutôt qu'un autre. La publicité crée et entretient l'illusion du bonheur en incitant à consommer. Elle suggère qu'en achetant un produit, le consommateur éprouvera une satisfaction importante. Mais pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du consommateur soit disponible. Comme vous le verrez, proposer une publicité efficace renvoie de nos jours à la mobilisation de nombreux savoirs issus, on sans doute, de l'économie et du marketing, mais aussi de la sociologie, de la psychologie ou encore de la neurologie. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Cache Investigation. Place à l'enquête. Je pense que c'est bien, chérie. Moi, je pense que Moi, Arjuna, pour démontrer l'omniprésence de la publicité, j'ai réalisé une autre expérience. Cette fois, dans un transport public de la capitale. J'ai donc décidé de compter le nombre de messages publicitaires présents dans le métro. On sait que les Parisiens utilisent fréquemment le métro pour se rendre sur leur lieu de travail. Ils passent en moyenne 64 minutes par jour de temps de trajet. Chacun est donc susceptible d'apercevoir les spots publicitaires nombreux qui s'offrent à son regard. Mais aucun ne se doute de la quantité d'images publicitaires offertes par une station ou une ligne entière. J'ai donc choisi d'enquêter sur la ligne 9, qui est une ligne très fréquentée. Le dimanche 20 janvier 2019, je suis parti de la station Pont-de-Sèvres pour me rendre à la station de Montreuil, le terminus de la ligne. J'ai marqué un arrêt à chaque station. Pour chacune, j'ai compté les publicités sur les quais, dans les escaliers, les couloirs, et enfin sur les distributeurs. Le recueil de données a nécessité 5 heures. Et vous vous demandez quel est le résultat de cette collecte? Eh bien, le métro est un espace public où la publicité est omniprésente et s'impose aux voyageurs. Je suis arrivé à un résultat qui m'a moi-même surpris. J'en ai fait dénombrer 2258 spots publicitaires au cours de cette expérience. Moi, Anthony, pour démontrer l'omniprésence de la publicité, j'ai décidé de compter le nombre de publicités qui passent à la télé sur un créneau horaire en fin d'après-midi. Ce créneau est sensible, car il correspond généralement au retour des enfants à la maison après l'école. J'ai choisi la chaîne de diffusion et d'animation Gulli qui cible ce public. Pendant 3 heures, le vendredi après-midi 18 janvier 2019, j'ai visionné la chaîne Gulli pour réaliser cette expérience. Selon une étude Ipsos réalisée en 2015, les enfants âgés de 4 à 14 ans passent en moyenne 3 heures par jour devant le petit écran. Au cours de cette plage horaire, ils sont confrontés à des publicités qui les prennent pour cible. Qu'ai-je constaté? À la fin de mon observation, j'ai compté 49 publicités. Une publicité dure environ et en moyenne 30 secondes. Sur un total de 3 heures de programme, l'enfant va être soumis à 25 minutes de publicité. Moi, Alexis, pour démontrer l'omniprésence de la publicité, j'ai décidé d'analyser le comportement des enfants dans les espaces publics. J'ai choisi pour terrain d'enquête un supermarché boulonnais situé dans une galerie commerciale du centre-ville. J'ai mené une observation incognito pour ne pas influencer les réactions des enfants observées à leur insu dans plusieurs rayons différents. Pendant une durée de 3 heures, un samedi matin, j'ai réalisé cette expérience. Les jeunes enfants accompagnent souvent leurs parents lors des courses de la semaine. Or, on sait que les enfants comme les adultes sont sollicités par un grand nombre de publicités au quotidien.
Ils les voient sur le mobilier urbain public, à la télévision, ils peuvent en entendre à la radio. Leurs camarades de classe se chargent aussi parfois de leur vanter les mérites d'un produit. Lors de mon observation, j'ai pu constater le poids de l'influence reçue. Dans les rayons alimentaires, j'ai remarqué que les désirs mis en avant par les enfants sont justifiés par des publicités. Prenons un exemple. J'ai vu ces biscuits à la télé, je veux les goûter. Ou encore, à la télé, ils disent que ça me rendra plus fort. De mon côté, pour montrer que la publicité influence le consommateur, j'ai enquêté sur les techniques de vente et de marketing. Le marketing peut être défini comme l'analyse des besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés par les organisations pour influencer leur comportement. La publicité est une alliée des stratégies marketing. Elle a pour fonction de pousser le consommateur à l'acte d'achat à l'appui des pratiques et techniques le manipulant. Je vais aujourd'hui vous présenter 3 techniques de manipulation inspirées du neuromarketing très souvent utilisées pour influencer le consommateur. Une première technique de manipulation repose sur la congruence programme-publicité. Prenons un exemple fictif. Vous attendez votre film du soir en visionnant quelques publicités, dont une pour un fameux soda. Vous n'y prêtez pas particulièrement attention. Dans la foulée, votre film commence. Dès les premières scènes, on y voit des adolescents s'amusant et buvant une boisson ressemblant à du Coca-Cola. Là encore, vous n'y prêtez aucune attention particulière, et pourtant votre mémoire vient d'être sollicitée. C'est l'effet de la congruence programme-publicité, qui consiste à diffuser un programme en relation avec les pages publicitaires qui l'ont précédé afin d'implanter dans le cerveau du téléspectateur le souvenir de la marque et bien sûr donner l'envie d'acheter et consommer le produit. Une seconde technique de manipulation mise sur l'émotion et repose sur le conditionnement associatif. Le conditionnement associatif est la plupart du temps mobilisé par la musique. On diffuse une publicité avec une musique qui vous plaît. Vous allez alors associer le produit à quelque chose de plaisant que vous aimez, à une émotion positive. Une troisième technique de manipulation très utilisée en publicité consiste à mettre en scène des images renvoyant au désir sexuel, notamment pour attirer les jeunes consommateurs. Prenons l'exemple d'une publicité alimentaire pour les glaces Häagen-Dazs. On y voit un couple dégustant une glace. Les protagonistes sont dans un lit allongé sur le ventre. Cette scène faisant allusion à un futur rapport sexuel, évoquant donc des images de plaisir chez le consommateur. De plus, les voix dans les publicités de la marque parlent avec une tonalité sexuelle. Une autre publicité récente pour Coca-Cola mêle les registres du désir et de l'action en contexte à risque. Elle représente des hommes en mission de guerre, soumis à des explosions, et par contraste, une femme se douchant. La cible marketing vise les jeunes garçons, connus pour leur goût pour les jeux vidéo de combat, mais aussi invités socialement à valoriser leur sexualité. En conclusion, quand on se penche sur la réception de la publicité par les consommateurs, on perçoit que leur capacité d'analyse et de raisonnement est le plus souvent moins mobilisée que leur envie, leur émotion et leurs sentiments. Pour approcher l'influence de la publicité dans la perspective des sciences de l'éducation et de la sociologie, j'ai centré mon attention sur les publicités alimentaires. La publicité alimentaire fait écho à la société de consommation dans laquelle nous vivons. Elle sert à créer des besoins pour écouler une production toujours croissante et innovante en quête de nouveaux débouchés. Je vais présenter certains effets provoqués par la publicité sur les consommateurs en montrant comment elle arrive à convaincre, à provoquer le désir de ses cibles. Les publicitaires utilisent les travaux de différentes sciences sociales, comme nous avons déjà pu le voir. Concernant les enfants, ils s'intéressent bien entendu aux études de psychologie du développement, mais aussi aux recherches conduites en sciences de l'éducation. En effet, les chercheurs de cette discipline ont beaucoup travaillé sur la place prise par le jeu et les affects dans la culture enfantine. Les publicitaires tiennent compte de ces résultats. Concernant la culture ludique, ils ne placent pas par hasard des jouets dans les paquets de céréales et de biscuits. Autre exemple, ils misent sur les vignettes à collectionner dans les packs de yaourt pour renforcer le désir d'acheter chez l'enfant. Prenons maintenant l'exemple de l'usage des mascottes en publicité et de la mascotte Nesquik en particulier. Les enfants l'imaginent un peu comme le compagnon idéal, un compagnon de jeu, mais aussi un compagnon auquel s'attacher. Dans un spot publicitaire, une fillette caractérise ainsi l'ourson mis en scène comme un animal adorable. Oh, il est mignon.
Si les publicitaires mettent en scène des mascottes pour susciter l'envie de consommer le produit, c'est parce qu'ils savent qu'elles favorisent l'émergence d'une émotion positive. L'enfant qui apprécie la mascotte et la retrouve liée à un produit est beaucoup plus susceptible de devenir prescripteur. La mascotte soutient alors l'envie de disposer du produit. Ceci est particulièrement vérifié dans la tranche d'âge des 3 à 11 ans. Les publicitaires s'appuient sur les recherches sur la socialisation des enfants selon le sexe. Ils savent qu'encore aujourd'hui, les filles et les garçons sont éduqués à l'appui de modèles culturels qui ne sont pas mixtes mais sexués. Aux garçons, le monde de l'action, des combats, de la compétition, de la science, des techniques et de la mise en avant de la force physique. De leur côté, et plus ils sont jeunes, les enfants n'ont pas la capacité de jugement nécessaire pour percevoir de manière critique la publicité et pour prendre des décisions réfléchies. Et même s'ils se rendent compte de l'exagération véhiculée par les publicités, ces dernières leur offrent de quoi nourrir leur imagination enfantine à l'appui d'une image positive. Pour les garçons destinataires du message publicitaire des biscuits Petit Prince, cette image idéale est celle d'un héros certes jeune, mais déjà porteur de traits virils, venant soutenir la construction de leur identité sexuée. Les modèles éducatifs des filles sont également repérés par les publicitaires, aux filles les univers de princesses, les occupations calmes, le maternage et la douceur, les soins aux personnes, les préoccupations esthétiques. Ces représentations tout aussi stéréotypées que celles associées aux garçons sont utilisées pour tenter de booster les ventes. Pour répondre à cette question, j'ai ciblé la question du cerveau humain, qui, selon certaines études récentes, issues de la neuropsychologie, serait plus manipulable qu'on l'imagine couramment. Le cerveau est-il pleinement conscient des messages que la publicité lui propose? Je conduis des recherches scientifiques aux sciences cognitives. Les études sur la cognition examinent l'ensemble des grandes fonctions de l'esprit humain, liées à la connaissance et à l'acquisition des connaissances. La perception, le langage, la mémoire, le raisonnement et la prise de décision. Les recherches étudient la cognition sous différents angles, psychologiques, neurologiques, linguistiques, épistémologiques. Le domaine est très vaste et nous nous concentrerons ici sur nos réactions et comportements face à la publicité. Ces derniers peuvent varier de manière complexe, mais ils dépendent toujours de choix opérés par notre cerveau. Que montrent les études disponibles? Premièrement, des processus non conscients contrôlent la façon dont nous pensons. En second lieu, nombre de nos attitudes inconscientes dictent également la façon dont nous nous comportons avec autrui. Troisièmement, ces jugements automatiques nous permettent de réagir très vite et pas uniquement en cas de danger. Enfin, un quatrième résultat nous intéresse. Particulièrement, les décisions sont souvent prises sans avoir fait l'objet d'une réflexion consciente et rationnelle préalable. Comme on le voit, les recherches ont mis l'accent sur la dimension non consciente de nos pensées et actions. Le non-conscient cognitif renvoie selon John Klistrom, 1987, à l'ensemble des processus de traitement, de l'information et des représentations mentales dont le sujet n'a pas conscience mais qui influencent pourtant son comportement. Sont concernés le fait de percevoir, d'apprendre, voire de résoudre des problèmes sans en avoir réellement conscience de manière non intentionnelle. Pourquoi ce rappel, me direz-vous? Parce que la publicité nous soumet à des messages qui nous poussent à l'acte d'achat ou de consommation inconsciemment et sans que notre cerveau se positionne de manière consciente. Nous voici au terme de cette émission. Nous espérons qu'elle vous a intéressé. Nous vous rappelons que vous pouvez nous transmettre vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. Bonne soirée et à la semaine prochaine pour une nouvelle enquête.